Alors, on va résoudre un exercice de quantique sur la molécule de benzène. Donc, la molécule de benzène, système à plusieurs niveaux. On considère d'abord un système à 3 niveaux, un opérateur grand R qui agit comme suit. Donc, l'opérateur grand R appliqué au quête 1 nous donne le quête 2, l'opérateur grand R appliqué au quête 2 nous donne le quête 3, et l'opérateur grand R appliqué au quête 3 nous donne le quête 1. Donc, on nous demande de donner une représentation matricielle de cet opérateur dans la base des trois quêtes 1, 2, 3. Alors ici, donc, on a 3 vecteurs. Donc on est en dimension 3 vecteurs indépendants linéairement. Et en fait, on observe un décalage en fait par l'opérateur R chapeau sur chacun des vecteurs de base. Donc la représentation de l'opérateur R est la suivante dans une matrice 3-3. Dans la base 1, quête 1, quête 2, quête 3 sur quête 1, quête 2, quête 3. Donc 0 parce que en fait le quête 1 est envoyé sur le quête 2, donc 1 sur le quête 2 et 0 sur le quête 3. Le quête 2 est envoyé, donc on le voit ici sur le troisième quête, et le troisième quête, quête 3, il est envoyé sur le premier quête. Donc ça, c'est la représentation de R chapeau. Si l'on prend la transposée conjuguée, bon, conjuguée, on n'a que des réels, mais donc si on prend la transposée conjuguée, on s'aperçoit qu'on a affaire à une matrice qui n'est pas symétrique, d'accord? Donc là, je vous ai représenté R chapeau DAG. Donc un opérateur est auto-adjoint si en fait sa matrice est égale à sa matrice transposée, conjuguée, bon. Et ce n'est pas le cas ici, donc on n'a pas un opérateur hermétique. Ok, j'ai répondu à la question 2. C'était calculer R DAG et l'opérateur R est-il hermétique? Donc question C, calculer R DAG R sur chacun des vecteurs de base, que peut-on en déduire sur R DAG? Alors, donc on a donc, R chapeau appliqué au quête 1 nous donne le quête 2, d'accord? Et R DAG, donc je vous ai écrit l'opérateur appliqué au quête 2, nous donne le quête 1. On le voit ici, donc j'en tire mon curseur. Donc, on a dit que R chapeau DAG, R chapeau appliqué au quête 1 nous donne le quête 1. Alors, on va maintenant calculer R chapeau appliqué au quête 2. Donc, R chapeau appliqué au quête 2, on le voit ici sur la première représentation matricielle, ça nous donne le quête 3. Maintenant, quelle est la valeur donc de RDAG appliqué au quête 3? RDAG appliqué au quête 3, on le voit ici à travers la représentation matricielle, c'est ce que j'entoure avec le curseur, c'est le quête 2. Autrement dit, le quête 2 est lui-même invariant par l'opération R chapeau RDAG chapeau. Maintenant, qu'en est-il pour le quête 3? R chapeau appliqué au quête 3, on le voit sur la représentation matricielle, donc ça nous donne le quête 1. Maintenant, on va appliquer l'opérateur RDAG chapeau au quête 1, RDAG chapeau au quête 1, on voit qu'il il nous donne le quête 3. Autrement dit, on a également l'égalité, enfin l'égalité, effectivement, l'opérateur R chapeau DAG R chapeau et appliqué au 4, 3 et 3, on en dit que c'est un opérateur en fait sur les trois vecteurs de base, puisque en fait il laisse inchanger les trois vecteurs de base, et donc tout vecteur de notre espace de Hilbert est une combinaison linéaire des vecteurs de base, et donc par linéarité des opérateurs, donc R chapeau qui sont des opérateurs linéaires puisqu'ils ont une représentation matricielle, on en déduit de cette nature-là, on a déduit que R DAG R chapeau c'est l'identité dans R3. Donc tous les vecteurs sont envoyés sur eux-mêmes. R chapeau, donc R DAG chapeau, est égal à la matrice identité que je vais représenter ici dans R3. R est un opérateur unitaire, il est l'inverse de son adjoint. Autrement dit, on peut écrire que R chapeau DAG, c'est R chapeau moins 1. Alors, montrer que les valeurs, donc petit d maintenant, montrer que les valeurs propres de grand R sont R indice K, exponentielle de K, IK de pi sur 3. Pour K, prenons les valeurs discrètes moins 1, 0 et 1. Et calculer les vecteurs propres RK normalisés associés. On les choisira de sorte que leur première composante soit réelle positive. Ok. Donc R indice K, c'est exponentielle IK de pi sur 3 pour K discret qui varie entre moins 1 et 1. Donc on peut résoudre l'équation aux valeurs propres en fait. Donc R chapeau DAG R chapeau DAG appliqué au quête RK va être égal à RK fois le quête RK, où le quête RK serait vecteur propre de R chapeau pour les valeurs propres RK.
Donc, je vous rappelle donc l'opérateur, la matrice représentative de l'opérateur R chapeau dans R3, c'est la matrice 3, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 1 et 1, 0, 0. Donc, pour pouvoir trouver les valeurs propres, ben, il faut résoudre l'équation déterminant de R chapeau moins lambda I3 est égal à 0. Donc, j'ai écrit donc la matrice R chapeau DAG moins lambda I3. Donc c'est moins lambda, donc on a que du moins lambda sur la diagonale, hein, puisqu'on rajoute moins lambda fois l'identité. Et on a ben, les autres coefficients qui restent inchangés de la matrice. Donc on a du moins lambda 1, 0, 0, moins lambda 1 et 1, 0, moins lambda. Donc on va en calculer le déterminant. Hein, on pose le déterminant. Je fais un développement suivant la première colonne. Donc on va avoir moins lambda fois le déterminant. Donc je supprime la première ligne, première colonne, le déterminant de ce déterminant de 2 qui est moins lambda 1, 0, moins lambda, et le déterminant de moins lambda 1, 0, moins lambda, donc on fait le produit en croix gamma, c'est moins lambda au carré, donc lambda carré moins 1 fois 0, donc moins 0. Donc le déterminant, d'accord, moins, effectivement, donc on a du 1 à la puissance, donc ici c'est la deuxième colonne, deuxième ligne, première colonne, donc c'est à la moins 1, donc moins 1 puissance 3. Non, là, c'est pas moins 1, c'est plus moins 1 puissance 3. Bon, donc on a que le déterminant, c'est moins lambda cube plus 1. Autrement dit, c'est moins lambda cube moins 1. Il n'y a même pas besoin de factoriser. On voit donc que les valeurs propres de cet opérateur R chapeau, lambda, doit vérifier lambda cube égale 1. Ce sont donc les racines troisièmes de l'unité. Donc, qui sont représentées en complexe, comme ceci. On va avoir donc pour k égale 1 égale moins 1, R indice moins 1 va être exponentiel à moins i 2pi sur 3. R indice 0, ça va être 1. Et pour la valeur k égale 1, on va avoir la valeur propre, le vecteur propre, R plus 1 exponentiel, non, la valeur propre, R plus 1 égale exponentielle I 2pi sur 3. Donc, pour normaliser, alors attendez, ça c'est effectivement, voilà. Donc, pour normaliser, c'est génial, voilà. Donc pour normaliser ces vecteurs propres, donc il nous faut donc vérifier que effectivement donc R chapeau appliqué au quête RK est égal à RK fois le quête RK. On va écrire RK sous la forme alpha bêta gamma, sachant que l'opérateur donc R chapeau c'est 0 1 0 0 0 1 et 1 0 0. Donc on fait R chapeau appliqué à RK, donc sur la première ligne, donc on va avoir du 0 fois alpha plus 0 fois bêta plus 1 fois gamma, donc gamma sur la première ligne, va être égal à RK, autrement dit exponentielle I4 de pi sur 3. La première composante du quête RK, c'est alpha, d'accord? Donc gamma va être égal à exponentielle I de pi k sur 3 alpha. Pour la deuxième composante, on va faire donc la deuxième ligne du vecteur de la matrice représentative de R chapeau, donc c'est 1, 0, 0, fois alpha, bêta, gamma. Autrement dit, on va avoir une fois alpha, plus 0 fois bêta, plus 0 fois gamma, et c'est donc alpha, qui est égal à l'exponentielle I de pi k sur 2 pi k sur 3 fois ben, le deuxième coefficient, c'est bêta, et pour la troisième coordonnée, la troisième composante, on va avoir donc la ligne 0, 1, 0, qu'on va donc multiplier au vecteur colonne alpha, bêta, gamma. Autrement dit, c'est 0 fois alpha, plus 1 fois bêta, donc bêta, plus 0 fois gamma. Donc on obtient bien bêta ici, qui doit être égal à l'exponentielle i de pi k sur 3 fois gamma. Donc on peut choisir arbitrairement alpha égale 1, d'accord, et on en déduira bêta et gamma. Donc on verra donc après pour le normaliser. Donc si alpha est égal à 1, ben, nécessairement on va avoir gamma qui va être exponentielle i de pi k sur 3 fois 1, donc exponentielle i de pi k sur 3. Et on va avoir donc bêta qui est égal à exponentielle i de pi k sur 3 fois gamma. Non, pardon, on va avoir effectivement bêta qui va donc être égal à exponentielle moins i de pi k sur 3. Ok? Bon. Donc on en déduit les quêtes normalisées, donc on les normalise hein, sur donc module de, on fait en sorte que module alpha carré plus module de bêta carré plus module de gamma carré égale 1. Donc on va prendre module de alpha égale module de bêta, module de gamma, enfin module. Effectivement, ça va être 1 sur racine de 3. Donc on normalise par 1 sur racine de 3. Et donc on va avoir donc alpha, bêta, gamma, autrement dit 1 exponentielle i de pi sur 3, exponentielle moins i de pi sur 3.
Pour R, pour R0, ben on substitue avec K égale 0. Donc on va avoir 1 sur racine de 3. Pour alpha, c'est 1. Pour bêta, ça va être exponentielle moins i fois 0. Donc exponentielle de 0, c'est 1. Et pareil pour gamma, exponentielle i fois 0. Donc exponentielle de 0, c'est 1. Pour R plus 1 maintenant, on va donc avoir donc R plus 1, le quête R plus 1 va être égal à 1 sur racine de 3, donc toujours alpha, donc qui vaut 1. Ensuite, bêta, exponentielle moins i, une fois 2pi sur 3, donc exponentielle moins i 2pi sur 3. Et pour la troisième composante, donc on va avoir qui est gamma, exponentielle i fois une fois 2pi sur 3, exponentielle i 2pi sur 3. Donc ça c'est le ket effectivement R plus 1 qui correspond à la valeur propre exponentielle de pi sur 3. Donc ces vecteurs sont bien normalisés, donc 1 sur racine de 3 à la constante de normalisation, et sont orthogonaux 2 à 2, donc deux vecteurs propres associés à deux valeurs propres distinctes sont nécessairement orthogonaux. Ok. Alors qu'est-ce qu'on nous demande maintenant? Montrer que les valeurs sont 1 et calculer les vecteurs propres associés, on vient de le faire, on choisira de sorte que leur première composante soit réelle positive. Donc, petit e, en utilisant les résultats des deux questions précédentes, en déduisant les valeurs propres et les vecteurs propres de RDAG. Alors, donc j'ai représenté sur le cercle unité, bon, par exemple pour exponentielle 4 pi sur 3, si ça c'est 4 pi sur 3, donc 2 pi sur 3, 4 pi sur 3, donc ça c'est deux fois le cosinus de 4 pi sur 3, puisqu'on voit que le cosinus se projette ici, c'est moins 1,5, ok. Donc on a, donc pour les valeurs propres de R chapeau DAG, ben, on a que R chapeau, l'opérateur R chapeau commute avec R chapeau DAG, et c'est égal à l'identité. R chapeau DAG, R appliqué au quête RK, bien R appliqué au quête RK, c'est RK fois le quête RK, puisque RK est un vecteur propre de l'opérateur R. Bon, j'ai oublié le petit chapeau, mais notre chapeau pour dire que c'est un opérateur, d'accord. Le RK, on le fait sortir, puisqu'il dépend pas, donc c'est un scalaire. Scalaire ici un complexe, donc qui ne dépend pas, qui est appliqué sur toutes les composantes du vecteur, donc on peut le sortir de l'opération ici. Et donc ça nous donne du RK, RDAG chapeau appliqué au quête RK, qui doit être égal au quête RK, donc puisque effectivement on a l'identité. Autrement dit, on divise par RK à gauche et à droite, et on va donc avoir que RDAG chapeau appliqué au quête RK va être égal à 1 sur RK fois le quête RK. Donc on peut en déduire donc de cette égalité que le quête RK est un vecteur propre de l'opérateur RDAG chapeau pour la valeur propre 1 sur RK. Mais on va voir, puisque les RK en fait c'est les racines km de l'unité, enfin on va avoir une propriété assez sympathique. Donc on voit donc que les vecteurs propres, comme je l'ai dit, RK de R chapeau sont aussi vecteurs propres de RDAG chapeau, associés ici aux valeurs propres 1 sur RK, c'est-à-dire leur inverse. Donc en l'occurrence, les complexes conjugués, puisque l'inverse de exponentielle moins 2 pi sur 3, c'est 1 sur exponentielle moins 2 pi sur 3, c'est exponentielle 2 pi sur 3, et exponentielle 2 pi sur 3, c'est le complexe conjugué de l'exponentielle moins 2 pi sur 3. Ok. Donc on peut aussi écrire effectivement, puisque 1 sur RK, on vient de montrer que c'est RK étoile, que l'opérateur RDAG chapeau appliqué au quête RK est égal au complexe conjugué de RK, donc RK étant un complexe, fois donc le quête RK. Donc on peut aussi traduire cette égalité de Dirac, en notation de Dirac, avec les quêtes, en disant que le quête RK est un vecteur propre de l'opérateur RDAG chapeau pour la valeur propre associée RK étoile. Le spectre de l'opérateur RDAG chapeau, c'est-à-dire l'ensemble de ses valeurs propres, est bien le conjugué donc du spectre de R chapeau. Soit dit en passant, les valeurs propres d'un opérateur unitaire sont toujours de module 1. Effectivement, leur inverse, c'est leur complexe conjugué. Alors ensuite, petit f, on définit un opérateur W comme étant la somme de R et de RDAG. Donner la représentation matricielle de W, bon, et on va faire le G dans la foulée. Donc G, vérifier que les vecteurs propres de W sont les mêmes que ceux de R et calculer les valeurs propres correspondantes. Alors, je vous ai mis donc R chapeau et RDAG. Je vous rappelle que RDAG s'obtient en transposant
R chapeau, donc les lignes deviennent des colonnes, donc la première ligne ici, ça devient cette colonne, la deuxième ligne ici, ça devient cette deuxième colonne, et la troisième ligne ici, ça devient cette troisième colonne, ok? C'est comme ça qu'on transpose une matrice à vue d'œil, je dirais, sans trop se poser de questions. Bien, donc on a une somme de deux matrices 3-3, donc on s'est sommé deux matrices 3-3, on somme coefficient, on somme, oui, coefficient à composante, donc on a pour la première composante 0 plus 0 c'est 0, la deuxième 0 plus 1 c'est 1, 1 plus 0 c'est 1, 1 plus 0 c'est 1, 0 plus 0 on obtient 0, ici 0 plus 1 on obtient 1, etc. etc. On en déduit donc que W, on en déduit donc la représentation matricielle qu'on nous demande de l'opérateur W chapeau, qui est égale à cette matrice ici, donc la matrice de 3 vecteurs colonnes, 0, 1, 1 pour le premier vecteur colonne, 1, 0, 1 pour le deuxième vecteur colonne et 1, 1, 0 pour le troisième vecteur colonne. Alors, pour la question G, bon, on nous demande de vérifier que ce sont les mêmes vecteurs propres et calculer les valeurs propres correspondantes de cet opérateur. Bien, alors, pour qu'on prouve que ce sont les mêmes vecteurs propres, ben, comme RK, c'est les vecteurs propres de l'opérateur R chapeau, R chapeau, on va donc appliquer l'opérateur W chapeau à notre quête RK, d'après donc la construction même de l'opérateur W chapeau. Donc on peut donc dire que c'est R indice K plus R indice K étoile, scalaire, donc pas scalaire, c'est pas un vecteur, c'est un complexe, appliqué au quête RK. Mais RK plus RK étoile, ben, c'est deux fois le cosinus de RK. RK étant égal à 2K pi sur 3. Donc, on en déduit de cette égalité en notation de Dirac que le ket RK est donc un vecteur propre de l'opérateur W chapeau pour la valeur propre de cosinus de 2K pi sur 3. On a donc trois valeurs propres possibles suivant les valeurs de K. Pour K égale 0, ben on va avoir 2 cosinus fois 0, ça va être 2 fois 1, donc 2. Pour K égale moins 1, on va avoir 2 fois cosinus de moins 2 pi sur 3, donc c'est 2 fois cosinus de 2 pi sur 3. De cosinus de 2 pi sur 3, c'est moins 1,5, donc c'est 2 fois moins 1,5, donc c'est moins 1. Je vous rappelle que pour le visualiser, on peut utiliser le cercle trigonométrique si on a du pi sur 3. Bon, voilà. Donc du 2 pi sur 3, 2 pi sur 3, 2 pi sur 3, 4 pi sur 3, le cosinus c'est l'opposé ici. Voilà. Bon, c'est une manière de le visualiser. Sachant que le cosinus de pi sur 3, c'est racine de, c'est 1,5. Ok. Et donc, pour k égale plus 1, on a moins 1. On vérifie aussi bien, effectivement, que la somme des valeurs propres, donc, est égale à la trace de mon opérateur. La trace de mon opérateur, bah, c'est la diagonale, il n'y a que 2 zéros, c'est égal à 0 plus 0 plus 0, donc 0. Et on donc vérifie bien que 2 plus moins 1, c'est égal à 0. De la matrice. Donc ça, c'est une vérification a posteriori qui vous permet de savoir si vous avez fait juste et vous n'êtes pas trop planté dans les calculs. La trace de la matrice ne dépendant pas de la base dans laquelle on la représente. Alors maintenant, question H. On nous dit que la molécule de benzène C6H6, donc avant c'était un peu pour nous échauffer, je dirais, et maintenant on va attaquer plus les choses sérieuses. Donc, on nous dit que la molécule de benzène, C6H6, forme une structure hexagonale, en plus des liaisons ordinaires, carbone-carbone et carbone-hydrogène. Chaque atome de carbone engage l'un de ses électrons de valence dans une liaison pi délocalisée sur l'ensemble de la structure. On considère l'un des électrons pi, donc de valence, et on définit pour cet électron un espace de Hilbert à 6 états, qui représente la localisation de l'électron sur chacun des carbones. Le Hamiltonien de l'électron grand H vaut H1 plus H0, tel que H0 appliqué au ket I est égal à E0 fois le ket I pour I variant entre 1 et 6. En fait, I, ça représente le carbone, donc il faut les numéroter de 1 à 6, puisqu'il y a 6 atomes de carbone, c'est 6H6 dans la molécule d'hydrogène, et ça représentera en fait le niveau d'énergie, la position de l'électron pour le IM atome de carbone. Bon. Et on a ensuite, on nous donne un opérateur H1, H1 appliqué au ket 1 va être égal à moins A fois le ket 6, moins A fois le ket 2, H1 appliqué au ket 2 va être égal à moins A fois ket 1, moins A fois ket 3. Déjà, on commence à comprendre qu'en fait, H1, en fait, appliqué
en fait, à l'électron du carbone 2, par exemple, va modifier, en fait, c'est une espèce d'énergie d'interaction, puisqu'en fait, on fait intervenir les carbones adjacents. L'adjacent de 2, c'est 1 et 3. Et là, on voit aussi que H1 appliqué au quête 6, ça va être moins A le quête 5, moins A le quête 1. Autrement dit, bon, le carbone 5 et les carbones 1, en fait, sont les carbones adjacents du carbone 6, si on est dans un carbone, dans une molécule de benzène. Bon, on nous demande de donner la représentation matricielle de H. Et ensuite, quelle est l'interprétation physique de H0 et H1. Alors, j'ai représenté donc sur un schéma la molécule donc de benzène C6H6. Donc, les carbones sont tétravalents, donc ils aiment bien faire une calcaison de covalence, mais on a seulement 6 électrons, donc on va avoir un partage du 4e électron de valence délocalisé. Donc, ce petit cercle autour de la molécule de benzène qui est de forme hexagonale représente la liaison délocalisée, en fait des carbones qui mettent en commun leur 4e électron de valence. Donc c'est cette mise en commun délocalisée qui va en fait rendre la molécule de benzène relativement stable. Donc ici on est dans un espace de Hilbert de dimension 6, puisqu'en fait on veut savoir quelle est la position de l'atome de carbone que l'on considère. Donc je les ai numérotés de 1 à 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans le sens trigonométrique. D'accord, donc on a 6 états de base, quête 1, quête 2, quête 3, quête 4, quête 5, quête 6, et on a donc ce qu'on appelle une base orthonormée. Ces états représentent la localisation de l'électron de valence sur chacun des carbones. Autrement dit, quête 1 veut dire que l'électron de valence va être localisé sur le carbone numéroté 1, quête 2 que l'électron de valence va être localisé, les électrons de valence localisés sur le carbone numéro 2, etc., etc. Alors, on a donc défini l'opérateur H chapeau comme étant la somme de H0 chapeau et de H1 chapeau, avec H1 chapeau agissant sur le quête I, qui est égal à E0 fois le quête I, pour y variant de 1 à 6, autrement dit sur les numéros des carbones possibles de ma molécule de benzène. Donc, s'il n'y avait que H0 chapeau, alors le quête I, en fait, c'est-à-dire qu'on représente un électron localisé sur l'un des atomes de carbone, serait effectivement un état propre du système. C'est-à-dire un état stationnaire du système. C'est-à-dire que si on démarre le système dans un état où l'électron est localisé sur un carbone particulier, eh ben, il va y rester. Et en effet, l'évolution de cet état, ket I, va être donnée par ket I multiplié par exponentielle moins I E0 sur H bar T, mais ça c'est un facteur de phase. Donc on aurait une phase qui tourne, mais on serait fondamentalement toujours dans le même état. Si H, encore une fois, était seulement H0 bar. Mais on lui rajoute une petite perturbation, hein, un opérateur que je nommerai opérateur de perturbation H1 chapeau, qui va prendre en compte en fait l'interaction des atomes de carbone adjacents. Donc si je considère l'atome de carbone 2, bah, H1 chapeau, il va considérer une interaction avec l'atome de carbone qui lui est adjacent à gauche, c'est l'atome de carbone 3, et l'atome de carbone qui lui est adjacent à droite, l'atome de carbone 1. Donc c'est la modélisation de H1 chapeau, en fait, de l'opérateur H1 chapeau. Et donc je rappelle qu'on donne en fait H1 chapeau, H1 appliqué au quête 1 va être de la forme moins A quête 6 moins A quête 2, donc sur les deux états voisins 6 et 2 de 1. H1 appliqué au quête 2 va être de la forme moins A quête 1 moins A quête 3, donc il va agir sur les opérateurs voisins du carbone 2 que sont le carbone 1 et le carbone 3, etc., etc., jusqu'à H1 appliqué au quête 6 va être égal à moins A quête 5, pour dire carbone 5, moins A carbone 1. Autrement dit, on va considérer une perturbation donc autour du carbone 6 qui va prendre en compte les carbones adjacents 5 et 1. On le voit bien ici, effectivement, si on considère le carbone 6, ses adjacents, c'est bien 5 et 1. Donc cet opérateur H1 chapeau traduit donc une interaction, c'est en fait une énergie d'interaction pour l'électron avec les carbones adjacents. C'est d'ailleurs le principe même de la liaison de covalence. Vous gagnez énergétiquement à partager vos électrons. On voit aussi qu'il n'y a pas de couplage entre le carbone 1 et d'autres carbones que ceux qui lui sont directement adjacents, autrement dit le 6 et le 2, c'est-à-dire les plus proches voisins. Donc cela revient à négliger en fait les interactions avec les atomes plus lointains. Donc je vous ai mis ici la représentation matricielle de H chapeau suivant
suivant la représentation de Dirac associée aux différents opérateurs H1 et H2, et H0 et H1. Donc voilà cet opérateur, on s'aperçoit que c'est un opérateur hermétique, hein, donc vous avez bien compris, donc sur le premier quête, ben en fait ça va être H0, ben H01 ça va être E01, plus le terme H0 appliqué au quête 1, ben il fait intervenir moins A le quête 2, plus moins A le quête 6, qui lui sont adjacents, etc., etc. Donc vous obtenez une matrice qui a une diagonale égale à E0, et qui a pour des carbones adjacents un facteur moins 1. Ok, donc il y a du moins 1 ici, moins 1 aux extrémités, tout le reste est à 0. Donc cet opérateur, comme je l'ai dit, est hermétique, donc, donc il est égal à sa transposée conjuguée. Hein, vous vérifiez bien que si vous permettez la première colonne, avec la première ligne, vous voyez c'est égal. La deuxième colonne, vous voyez qu'elle est égale à la deuxième ligne. La troisième colonne, vous voyez qu'elle est égale à la troisième ligne. La quatrième colonne, vous voyez qu'elle est égale à la quatrième ligne. La cinquième colonne, vous voyez qu'elle est égale à la cinquième ligne. Et la sixième colonne, vous voyez qu'elle est égale à la sixième ligne. Donc on a bien une matrice 6, d'accord, parce qu'on est en dimension 6, qui est symétrique, réelle, donc égale à sa transposée conjuguée. A est donc réelle. Alors, question I. Donc, effectivement, quelle est l'interprétation physique de H0 et H1? Bon, on l'a plus ou moins donné l'interprétation physique. H0 représente donc, in fine, l'énergie d'interaction de l'électron avec son propre carbone. Et H1 représente l'énergie d'interaction avec les autres carbones. Alors, J. Montrer que l'on peut écrire H sous la forme E0 I identité moins A fois R plus R DAG et préciser les opérateurs I et R par analogie avec la première partie de l'exercice. Alors, H chapeau qui est égal à E0 I chapeau plus A R DAG plus R chapeau plus R DAG, il est en l'identité. Donc, similairement, en fait, à R3 en dimension 3 où on avait effectivement la matrice 0, 1, 0, 0, 0, 1 et 1, 0, 0. Ici, c'est un opérateur qui fait la permutation circulaire, donc 1 donne 2 qui donne 3, et ça, c'est l'opérateur rotation. Ok, donc sur cette représentation, on voit bien que l'on réalise en fait une rotation, donc R chapeau étant égal à la matrice, donc avec que des zéros sur sa diagonale, D1 en dessous, d'accord, puisque le premier quête va donner 1, le deuxième quête va donner le troisième va donner le quatrième va donner le cinquième va donner le sixième, et le sixième, en fait, il revient sur le premier. Donc on a ce qu'on appelle, enfin on peut dire une rotation d'angle 2π sur 6, c'est-à-dire de π sur 3 sur cette molécule, et on sait que les matrices de rotation sont des matrices unitaires, leur adjoint c'est leur inverse, et R chapeau fois R DAG, c'est l'identité. Alors maintenant, partie K. Par analogie avec les résultats donc, de la première partie de l'exercice, les vecteurs propres et valeurs propres de R sont donnés par R indice K est égal à exponentielle I K de pi sur 6. Le quête RK donc, se met sous forme d'une combinaison linéaire en fait, des vecteurs de base N via donc un facteur de normalisation qui est 1 sur racine de 6. Fois donc la somme pour i variant de 1 à 6 d'exponentielle i n-1 de k de pi sur 6, où k varie entre 0 et 5. On nous demande de déterminer les vecteurs propres et les valeurs propres de l'opérateur h. Alors allons-y. Donc on a effectivement donc rk qui vaut exponentielle ik de pi sur 6, et on a donc le quête rk qui est égal donc à un facteur 1 sur racine de 6, donc je vous dis c'est le facteur de normalisation, fois une combinaison linéaire des quêtes n, qui est donc en fait effectivement un développement sur la base de quête 1, quête 2, quête 3 jusqu'à quête 6. On a H chapeau qui est égal à donc E0 fois l'identité moins A, R chapeau plus R chapeau DAG. Et donc si on applique l'opérateur H chapeau aux quêtes R indice K, on va donc obtenir E0 moins A, donc RK plus RK étoile, scalaire, le quête RK, ok. Mais RK plus RK étoile, on l'a vu, c'est 2 fois le cosinus donc de RK, autrement dit 2 fois le cosinus de 2K pi sur 6. Et donc, on a effectivement que le quête RK est bien un vecteur propre de l'opérateur hamiltonien grand H pour la valeur propre E0 moins 2 fois A moins de cosinus de pi K sur 3.
Et donc, on a donc l'ensemble des valeurs propres pour k variant de 0 à 5, exprimé sous cette forme. Alors, L, on suppose que E0 est strictement positif et A strictement positif également. On nous demande de tracer le spectre en énergie de l'électron en indiquant la dégénérescence de chaque valeur propre. Alors, comme vous le savez, la dégénérescence de l'énergie, elle est liée au fait que deux états différents peuvent avoir le même niveau énergétique. Donc, on va essayer de voir quels sont les niveaux d'énergie qui sont dégénérescents dans un premier temps. Et ensuite, on va les tracer. Alors, le spectre en énergie, c'est l'ensemble des valeurs de l'énergie pour les états propres de l'énergie, c'est-à-dire l'ensemble des résultats possibles de mesure de la grandeur énergie. Nous, on nous demande donc leur dégénérescence, car ici, il y a une même valeur, donc sera probablement obtenue plusieurs fois. Alors, on va les calculer. Donc, pour k égale 0, l'énergie associée à k égale 0, ben, c'est E0 moins 2A fois cosinus de 0. C'est donc E0 moins 2A. L'énergie associée à k égale 1, c'est E0 moins A fois 2 fois le cosinus de pi sur 3. Or, le cosinus de pi sur 3, c'est 1,5. Donc, le niveau énergétique associé à k égale 1, c'est E0 moins 1. Bon, jusque-là, il n'y a pas de dégénérescence, ce sont des niveaux d'énergie très distincts. On va calculer donc l'énergie pour k égale 2. On va obtenir donc c'est égal à E0 moins A fois 2 fois le cosinus de 2 pi sur 3. Autrement dit, E0 plus 1. Et là, encore une fois, pour l'instant, il n'y a pas de dégénérescence, on a des niveaux d'énergie complètement distincts. Maintenant, on va calculer le niveau d'énergie pour k égale 3. Bien, c'est égal à E0 moins A fois 2 fois le cosinus de pi. Cosinus de pi, c'est moins 1, donc c'est égal à E0 plus 2A. Ben là, encore une fois, il n'y a pas encore on ne visualise pas encore cette dégénérescence de l'énergie. On a 4 niveaux d'énergie bien distincts, E0 moins 2A, E0 moins A, E0 plus A et E0 plus 2A. On va maintenant le calculer pour k égale 4. Le niveau énergétique associé à k égale 4, c'est E0 moins A fois 2 cosinus de 4 pi sur 3. Cosinus de 4pi sur 3, c'est moins 1,5. Et donc, le niveau énergétique associé à k égale 4, c'est E0 plus 1. Eh bien, on retrouve le même niveau énergétique que celui qui est associé à k égale 2, E0 plus 1. C'est notre première dégénérescence de l'énergie. On peut écrire que le niveau énergétique associé à k égale 4, c'est égal au niveau énergétique associé à k égale 2. Enfin, on va calculer donc le dernier, c'est l'énergie associée à k égale 5. Et on s'aperçoit que c'est E0 moins 1. Autrement dit, c'est le même niveau d'énergétique pour l'énergie associée à k égale 1. Donc c'est notre deuxième dégénérescence de l'énergie. Donc on va pouvoir maintenant tracer le diagramme énergétique. Donc on trace les énergies avec leur niveau de dégénérescence. Donc on a un seul niveau d'énergie à E0 moins 2A. Donc la dégénérescence, bon, c'est généralement indiqué par le petit coefficient petit g. Pour E0 moins A, on a deux niveaux énergie, on a deux valeurs de K qui donnent ce niveau d'énergie. Donc on a une dégénérescence d'ordre 2 pour ce niveau d'énergie, d'où les deux barres que j'ai représentées. Pour E0, le niveau énergétique E0 plus A est atteint pour deux états de mon système. Donc j'ai représenté donc deux barres horizontales qui représentent mes deux niveaux, mon même niveau d'énergie associé à mes deux états. On a un niveau de dégénérescence G qui est égal à 2 pour cet état d'énergie. Et enfin, mon dernier niveau d'énergétique, c'est E0 plus 2A. Il y a un seul état qui permet de l'obtenir, c'est l'état qui correspond à K égale 3, donc on a une dégénérescence G de 1 pour ce niveau énergétique. Okay, donc on a 6 états propres, mais on a 4 niveaux d'énergie, effectivement, donc 1, 2, 3, 4, car il y en a 2 qui sont 2 fois dégénérés. Okay, alors question M. Et N, je pense qu'on va faire les deux à la fois. Bon. Pour chaque état stationnaire de l'électron, on nous demande de calculer sa probabilité de présence sur l'atome I. Que peut-on en conclure sur la symétrie des lésions pi? Bon, on va faire celle-là d'abord. Alors, rappel, les états représentés par les différents quêtes I, par les différents vecteurs I, correspondent à une localisation de l'électron sur l'atome numéro I. Donc, si l'état est si l'état du système c'est I, mon électron de valence est localisé sur le numéro I. On a vu que le quête RK est une combinaison linéaire, donc des différentes possibilités de vecteurs, 1, 2, 3 jusqu'à 6. Donc à ce moment-là, la probabilité, elle sera donnée, puisqu'on a on a une décomposition du vecteur RK sur les vecteurs de base, qui sont vecteurs propres de notre opérateur. Donc la probabilité, elle sera donnée par le module au carré de la composante de l'état sur l'état propre de position considérée. Donc on a
notre quête RK qui est notre état propre d'énergie, qui se met sous la forme d'une combinaison linéaire via un facteur de normalisation 1 sur racine de 6, donc la combinaison linéaire étant la somme pour i variant de 1 à 6 d'exponentielle i n-1 k de pi sur 6 fois le quête n. Donc ça, ce sont les coefficients, donc ça représente la composante de l'état sur l'état propre associé n de position bon, je me suis planté là, c'est quête n là. C'est quête k là. Bon, c'est les états propres de position quête k, je fais une somme sur k, d'accord? Donc ici c'est scalaire le quête k, donc vous aurez remédié à mon erreur. Les états propres d'énergie ne sont pas les mêmes que les états propres de position. Ok, donc si l'électron est dans l'état RK, la probabilité de le trouver sur l'état n, c'est simplement le module au carré du coefficient en question. Autrement dit, on va calculer la probabilité de présence sur l'atome I, noté P de I, comme étant le module carré du produit scalaire entre le bras I et le quête RK. Cette probabilité se lie effectivement directement de la décomposition du vecteur RK suivant la base orthonormée donc des dn pour n variant de 0 à 5. Et la probabilité de i, c'est donc égal à 1 sur racine de 6 au carré multiplié par le module carré d'une exponentielle i fois quelque chose. Mais le module d'une exponentielle i fois quelque chose, c'est un facteur de phase, ça vaut 1. Autrement dit, cette probabilité, c'est 1 sixième. Et donc, on voit que cette probabilité i est indépendante du quête. I est indépendante de K, de la position. Autrement dit, il y a égale probabilité pour l'électron de se trouver sur chacun des 6 atomes. Autrement dit, l'électron est totalement délocalisé. Donc effectivement, c'est ce que l'on a représenté sur la molécule de benzène, que je vous fais voir de suite. Ici, on voit la molécule de benzène, mais ce rond représente que l'électron est complètement délocalisé, puisqu'il probablement il peut être en 2, en 3, en 4, en 5, en 6 ou en 1. Donc cette modélisation, en fait, on la retrouve par le calcul des différents niveaux énergétiques et des probabilités associées à ces différents niveaux énergétiques de position de l'électron I par rapport à l'atome de carbone numéro I. Voilà. Donc ça correspond bien à la représentation en chimie de la molécule de benzène où les électrons de valence sont mis en commun. Donc ici, on a des dégénérescence complète en position et ce, quel que soit le niveau d'énergie. Donc il y a un partage équitable des électrons sur l'ensemble des atomes de carbone. La lésion pi est une liaison donc symétrique de symétrie par rotation, c'est-à-dire qu'on va obtenir la même symétrie que la molécule elle-même. Alors maintenant question N. On considère maintenant l'ensemble des 6 électrons, donc pi de la molécule de benzène C6H6, sachant que chaque électron a deux états de spin, donc le spin up, modélisé par la flèche en haut, spin down, modélisé par la flèche en bas, et que le principe de Pauli interdit que deux électrons se trouvent exactement dans le même état quantique, montrer que l'énergie de l'état fondamental de la molécule de benzène est donnée par EF égale 6E0 moins 8A. Alors, bon, je détaille un petit peu pour expliquer. On a donc deux états de spin pour les deux électrons. Donc, l'état up et l'état down. Ça correspond à quoi? Ça correspond en fait à un espace vectoriel, donc des états de spin de dimension 2. Ok? Puisqu'on a deux états de spin, la dimension de notre espace vectoriel des états de spin, c'est 2. On nous demande de montrer que l'état d'énergie fondamentale, c'est-à-dire l'état d'énergie minimale, pour la molécule de benzène. On a donc en fait 6 électrons à répartir et on peut en mettre 2 par niveau au maximum, puisqu'il y a deux états de spin possibles. L'état fondamental correspond au niveau d'énergie minimale, donc on a intérêt à mettre les électrons dans les niveaux d'énergie les plus bas. Autrement dit, donc j'ai représenté par ordre croissant effectivement les niveaux d'énergie, E0-2A étant l'état d'énergie le plus bas, s'ensuit E0-A, puis E0 plus A et E0 plus 2A. Donc, on peut mettre en fait deux états de spin dans R4 et deux états de spin dans R5. Comme on a une dégénérescence 2, ici ça peut être effectivement, puisque R4 ça correspond à E0-A et R5 également à E0-A. Donc on compte l'énergie dans ces 6 états, et donc on va avoir 2 fois E0-2A, plus 4 fois, puisqu'on a 4 spins ici, donc 2 up et 2 down avec les deux niveaux de dégénérescence,
facteur donc de E-A, puisque c'est niveau énergétique. Autrement dit, si on développe, on a 2E0 plus 4E0, ça fait 6E0, donc moins 4A, donc moins 8A. Donc ça correspond à l'énergie du niveau fondamental de la molécule de benzène. Enfin, on va répondre donc à la fois donc à la dernière question et à l'avant-dernière en même temps. Donc on imagine une molécule analogue mais contenant n atomes. Donc comment se généralisent les résultats précédents? Et ensuite, dans le cas où n tend vers l'infini, on nous demande de montrer que les niveaux d'énergie se répartissent dans une bande d'énergie dont on donnera l'énergie minimale et l'énergie maximale. Application en physique du solide. Point d'interrogation. Alors, si on a plus 6 niveaux d'énergie, mais n niveaux d'énergie, bien à ce moment-là, notre quête RK, donc puisqu'on on va avoir n, plus ou moins n électrons, va se mettre sous la forme 1 sur racine de n, somme pour n égale 1 à grand N, cette fois-ci plus 6, exponentielle moins i n moins 1 k de pi sur n fois le quête n. Donc si on ne tient pas compte que des interactions avec les atomes voisins, donc notre opérateur H chapeau va donc se mettre sous la forme H0 chapeau, c'est E0 I0, moins A fois H1 chapeau, qui est R chapeau plus R chapeau DAG, et auquel on va appliquer le quête RK, et on obtiendra donc que H chapeau appliqué au quête RK va être de la forme E0 moins 2A cos 2pi K sur N RK. Or, donc, on nous demande de borner le niveau d'énergie. Ben, les niveaux d'énergie sont donnés par les valeurs propres. Or, la valeur E0 moins 2A cos de pi K sur N, elle est maximale pour cosinus égale 1, minimale, et elle est maximale pour cosinus égale moins 1, puisque le cosinus de ça qui vaut moins 1, ça fait E0 plus 2A. Autrement dit, on a répondu à la première question, notre niveau de borne, c'est E0 moins 2A et E0 plus 2A. Alors, si N augmente, ben, on va diminuer l'angle alpha entre deux positions successives de nos électrons dans la configuration, donc les niveaux d'énergie vont se rapprocher de plus en plus. Et donc on va avoir une configuration en bande un petit peu comme ceci, je l'ai mis à l'envers, mais on comprend. En fait, on va avoir des bandes d'énergie, puisque ça va tendre à se rapprocher de plus en plus. On va avoir des niveaux énergétiques donc qui varient entre 0 moins 2A. Bon, je vous ai fait la diapo à l'envers, mais bon, on va prendre ce slide-là. Puisque je vous ai mis en rose, par exemple, deux niveaux, deux états de mon système qui ont le même niveau énergétique, puisque la même projection en cosinus ici pour le rose, et pour le bleu, la même projection ici. Donc en fait, on va avoir des bandes d'énergie qui vont se rapprocher de plus en plus. Donc on va avoir en fait un niveau d'énergie qui va tendre vers quelque chose de continu, bon, tout simplement. Donc la limite, lorsque n tend vers l'infini, c'est une continuité de l'énergie. Donc voilà pour cet exercice sur la molécule de benzène. J'espère qu'il vous a plu. Il est quand même assez instructif puisqu'il fait intervenir des concepts de mécanique quantique et d'algèbre linéaire, de vecteurs propres, de phase, de niveau énergétique, et ça permet de poser, je pense, le formalisme à un cas concret, notamment en chimie quantique, la molécule de benzène. Voilà pour cet exercice.